Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Ly. Bonsoir. Vous publiez aux éditions L'Harmattan Sénégal en compagnie du professeur Abdoulaye Sakho et de Moustapha Camara ce qu'on peut appeler, ce que vous avez appelé une trilogie, c'est-à-dire 3 ouvrages sur le sport et le droit dans le sport. C'est peut-être un domaine où il y avait un peu un vide juridique, comme vous l'avez dit. On n'a pas beaucoup parlé du droit dans le sport. Est-ce que c'est ce que vous a poussé à sortir ces ouvrages? C'est notamment la raison pour laquelle nous avons choisi d'écrire dans ce domaine. Il est vrai que vous l'avez souligné, avant l'apparition de ces ouvrages, il n'y avait rien. Et nous sommes convaincus que pour le développement du sport, il faut une gestion rigoureuse. Et cette gestion rigoureuse passe par une connaissance parfaite des règles par les dirigeants. Et nous nous sommes dit qu'il fallait, à cet égard, produire quelque chose. Nous avons fait une trilogie. Nous avions initialement prévu de n'écrire que sur le droit des sociétés sportives. Parce que vous vous souvenez bien qu'à l'époque, quand on passait à la professionnalisation du foot, il se disait qu'il fallait que les clubs abandonnent la forme associative pour embrasser la forme de société commerciale. Et qu'il fallait que ces sociétés, ces clubs adoptent la SARL ou la SA. Nous nous sommes demandé si c'était les bonnes formes. Nous nous sommes interrogés sur les différents types de sociétés commerciales qui existent dans le droit WADA au regard du sport et avons tenté de voir toutes les spécificités. Nous sommes arrivés à la conclusion que la SARL et la SA sont les bonnes formes. Et dans le reste du livre, nous avons tenté de montrer comment on crée ces types de structures et comment elles fonctionnent. Parce qu'hormis peut-être le droit des associations sportives, quand on regarde les autres livres, le sport et contrat de travail et sport et droit des sociétés commerciales, on se dit que c'est un peu, même si ce n'était pas le sport, vous faites un peu, peut-être, vous nous montrez ce qui se passe dans le droit du travail. Je veux dire que même si vous n'êtes pas dans le sport, ces documents pourraient intéresser les gens qui travaillent dans les RH, les gens qui sont un peu dans les ressources humaines. Je veux dire, c'est à peu près la même chose. Je n'ai pas vu trop de différence. Si, en réalité, en fait, cette observation est beaucoup plus valable pour l'ouvrage droit des associations sportives et pour sport et droit des sociétés. Parce que, en réalité, même pour les trois disciplines, il n'y a pas à proprement parler de droit du sport, du travail, etc. Il n'y en a pas. Ouais. Donc, il faut aller chercher dans les règles applicables aux structures classiques, celles qui correspondent au sport en particulier. Mais par contre, pour le droit du travail, il y avait une petite spécificité parce que il y a des problématiques qui se posent dans le sport et qui sont un peu différentes de ce qu'on voit habituellement dans le droit du travail. Par exemple, un entraîneur qui a de mauvais résultats, il se fait limoger. On parle de limogeage. Comment le droit du travail l'interprète? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un joueur peut refuser de s'entraîner? Donc ce sont ces thématiques-là que nous avons abordées dans l'ouvrage. Ce sont des choses qui sont continues, c'est des clauses du contrat en fait. En réalité, nous avons tenté d'interpréter les pratiques au regard à la lumière du droit du travail. Évidemment, il y a les clauses, mais toutes les clauses ne sont pas licites. Et nous avons tenté de montrer en disant attention aux employeurs, faites attention, telle et telle clause ne sont pas licites. Aux sportifs, vous avez droit à cela et à cela. Nous avons tenté aujourd'hui de dessiner un cadre et puis de dire aussi aux gouvernants que le droit que nous avons aujourd'hui sur le droit du travail que nous avons n'est pas adapté au sport. Donc, j'ai vu que les ouvrages sont en l'honneur de Lamine Diack. Pourquoi vous avez choisi de le faire en l'honneur de Lamine Diack? Une fois que nous avons fini de travailler sur ces ouvrages, nous nous sommes dit qu'il serait peut-être bien de montrer que le sport et le milieu du savoir ne sont pas antagoniques. Et nous avons cherché celui qui, au Sénégal, pouvait représenter la réussite aussi bien dans le sport que dans le savoir. Et c'est le président Lamine Diack qui s'est imposé à nous. Il y avait peut-être aussi El Hadj Malick Sy Souris. Ah oui, il y avait tous ces messieurs-là. Et El Hadj Malick Sy Souris était là lors de la cérémonie de lancement de ces ouvrages-là. Il est intervenu. Mais bon, c'était... Parce que si je parle de lui, c'est que vous avez dédicacé votre ouvrage à l'équipe nationale de football de la Coupe du Monde 2002. Donc, pour les citer, vous les avez cités en note: Aliou Cissé, Tony Silva, El Hadj Ousseynou Diouf, Pape Bouba Diop, Henri Camara, Khalidou Fadiga, Salif Diao, Pape Malick Diop, Lamine Diatta, Ferdinand Coly, Omar Daf, Moussa Ndiaye, Amdi Faye, Pape Bouna Thiaw, Habib Beye, Sylvain Ndiaye, Pape Sarr, Alassane Ndour, Makhtar Ndiaye, Souleymane Camara, Omar Diallo, Khalidou Sissoko,
Amara Traoré, Abdoulaye Sarr et les regrettés Jules François Bocandé. Je pensais que vous alliez le dire de mémoire. Hein, parce que je connaissais presque tous de mémoire. Mais là, vous avez omis de citer 2 personnes parce que je pense que non seulement il y avait un ministre des Sports qui était très compétent, vraiment, et qui avait une bonne vision, Joseph Ndong. Et vous avez aussi oublié de citer le président de la fédération, El Hadj Malick Sy Souris, qui était un président non seulement compétent, mais désintéressé. C'est quelqu'un qui a su mener la barque à bon port. Je crois que c'était une synergie globale. Que tous les 2 nous pardonnent. C'est vrai qu'on doit leur rendre hommage, mais on a voulu plutôt... Enfin, dans la liste, on s'est limité à ceux qui ont revêtu le survêtement ou qui étaient sur le bord du terrain. Mais les autres, évidemment, ont toute leur part de réussite. Parce que si j'en parle, comment vous analysez un peu ce qui se passe actuellement? Parce que pour moi, je me dis que c'est vrai que les entraîneurs ont une responsabilité, mais aussi les présidents de fédération, les dirigeants surtout, parce que comme on en a parlé la dernière fois avec les arts martiaux, le sport sénégalais en général, à mon avis, est un peu malade de ses dirigeants. Donc, est-ce que c'est pas parce que il y a des problèmes à ce niveau-là qu'on ne peut plus retrouver cette équipe qu'on avait en 2002? Moi, je n'oserais pas dire que le sport est malade de ses dirigeants. Le sport sénégalais n'est pas au top, en tout cas pas pour toutes les disciplines, notamment le football. Nous avons été éliminés. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes. Au football, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est les dirigeants qui, voilà, les joueurs, ou bien les joueurs qui clashent les dirigeants qui clashent les joueurs. On a vu que Demba Ba, il avait des problèmes avec, je sais pas, peut-être ou bien avec l'entraîneur ou bien avec un des dirigeants, on ne sait pas. Donc on nous prive de Demba Ba. On voit un match la dernière fois où il y avait des centres, il n'y avait pas d'avant-centre pour reprendre ça, il n'y avait pas de neuf. Donc les Ivoiriens sont contents à chaque fois qu'on n'a pas Demba Ba. Ils font la fête parce qu'ils se disent que vraiment les Sénégalais sont tombés sur la tête. Donc est-ce que ça, c'est pas un problème? Oui, ce sont 2 choses différentes déjà, je pense. Le problème du sport sénégalais, c'est peut-être un problème d'organisation, moins un problème de personnes. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision un peu plus à long terme et puis qu'on essaie de construire à l'image de ce qui marche dans d'autres pays, au lieu de toujours être dans l'éphémère, ce qui se passe quelquefois, et c'est dû à la pression populaire quelquefois. Les dirigeants sont obligés de tout le temps essayer de faire pour le court terme. Il faudrait peut-être qu'on ait une vision beaucoup plus long-termiste. Pour ce que vous dites, je ne sais pas, c'est votre analyse de supporter. Et si je livre mon sentiment ici, je donnerai aussi l'analyse le point de vue du supporter. Moi, j'adore Demba Ba. Non, c'est même pas par rapport au supporter, c'est par rapport au fait qu'il a des problèmes avec... Parce que ce n'est pas des problèmes... On ne dit pas que c'est... Si c'était juste des problèmes techniques, le joueur n'est pas en forme, le joueur n'est pas au top. Il n'est pas bien à cette place-là. Mais c'est toujours des problèmes, comme on l'avait vu avec El Hadj Ousseynou Diouf, des problèmes entre joueurs et staff. C'est ce genre de choses, ce genre de problèmes récurrents. C'est pour ça que je dis que on a peut-être un sérieux problème avec nos dirigeants. C'est des choses qu'on n'avait pas en 2002, c'est des choses qui n'existaient pas, ça il faut le reconnaître quand même. Non, mais évidemment en 2002, c'était la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, donc aujourd'hui c'est pas le cas, j'admets cela. Mais pour le reste, en tout cas moi, je pense que je n'ai pas suffisamment de compétences pour juger de ce qui s'est passé sur le terrain. Et bon, est-ce que c'est parce qu'il y avait des problèmes de personnes par ailleurs? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je regrette de ne pas avoir Demba Ba parce que, encore une fois, je l'admire en tant que sportif. Pour le reste, je ne sais pas. J'irai à faire ses choix. Il est seul comptable de cela. Bon, maintenant, on voit les conséquences. Nina, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces ouvrages et à travers ça de ce qui se passe dans le sport? Moi, je commencerai d'abord par remercier M. Ly pour avoir permis au sport sénégalais d'avoir des supports et surtout pour toute autre personne qui s'intéresserait aux droits du sport. Et en dehors de cela, moi je vais beaucoup plus m'appesantir sur les associations. Les associations et parler d'un exemple concret qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Vous nous parlez de ces associations, comment elles sont mises en place, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place une association, comment organiser une assemblée générale. Et ça me ramène à ce que nous avons connu, le Jaraaf, Maître El Hadj Diouf contre Chersek. Alors, comment vous, après avoir écrit 3 ouvrages comme ça,
vous avez lu ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il fallait faire en termes concrets? Est-ce que vous avez cherché à en faire un cas? J'avais un peu l'impression qu'il avait parlé un peu avant l'heure de ce qui s'est passé avec les Jarafes. Oui, en réalité, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. On a une explication, on n'a pas l'explication de l'autre camp. Et je vous avouerai que sur cette question-là, je ne peux pas trop m'avancer. La lecture que j'en ai, j'ai regardé, c'est tout. Bon, maintenant... Comment vous auriez étudié cela après avoir fait un travail sur les associations sportives? Nous avons un club qui s'appelle le Jaraaf qui a un problème. Un cas pratique. Un cas pratique, c'est un cas pratique. Peut-être que vous auriez écrit l'ouvrage après cela. On aurait eu un exemple concret dans votre ouvrage. Non, mais quelle finalité? Des assemblées générales qui se passent mal, il en existe tout le temps, un peu partout. Deux présidents dans un club? Oui, c'est vous qui le dites. Il y a des statuts. Je pense en fait ça, c'est vraiment la cuisine interne du club. On a vraiment, sur ce fait-là qui est parce que anecdotique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le livre, vous expliquez bien que le règlement intérieur, c'est vraiment à chaque club de voir comment on organise ses AG, comment on organise son règlement intérieur. Et parfois, vous le dites même qu'on n'est pas obligé d'avoir une personne, une voix. Il y a des gens qui peuvent ne pas voter, que la dictature peut exister. La dictature peut exister, non, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on présente comme une vérité d'évidence au Sénégal. L'association, c'est le principe. Une personne, une voix, ce n'est pas vrai. De toute façon, là, on parle de démocratie. Une démocratie peut très bien être censitaire. C'est-à-dire qu'on désigne des personnes qui sont chargées de représenter le reste. Et les statuts de l'association sont la loi des relations des différents adhérents. Et il faut aller se replonger dans les statuts du Jaraaf pour savoir ce qui était prévu. Et c'est sur cette base-là qu'il faut arbitrer, qu'il faut analyser ce litige-là. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les textes, quelles sont les procédures de désignation, qui est éligible et qui ne l'est pas. Mais voilà, mais je pense qu'il fallait, pour véritablement me prononcer sur cette question-là, il m'aurait fallu au préalable avoir les statuts du Jaraaf. En parlant des associations, comment elles sont installées, comment elles sont configurées, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y a une dynamique ou bien vous estimez que les associations des années 80 et des années 70 ne sont plus les associations de 2013? Ah oui, ça il est évident que le corps associatif a évolué. Et les nécessités de la vie associative également ont changé. Aujourd'hui, nous sommes dans un secteur véritablement économique. Et nous avons des textes qui datent, en théorie, des années 60, mais ces textes-là datent de 1901. Ce sont les textes français qu'on a repris à quelques nuances près. Et aujourd'hui, quand on interroge l'administration, on se rend compte que ce qui est dit, c'est que les associations n'ont pas le droit de mener une activité commerciale. Ce qu'il faut, ce qu'il faut. Donc, c'est une idée reçue. Les associations peuvent mener à titre habituel des activités commerciales, sans pour autant être des commerçants. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a quelques réticences, quelques oppositions face à ces associations-là. Et il faudrait peut-être revoir le système, savoir qu'on ne peut pas s'opposer à cela. Les associations ont besoin de mener des activités lucratives pour réaliser leur but. Il faudrait faire avancer les choses, réfléchir au système et puis changer beaucoup de choses qui ne marchent pas. Quand on lit aujourd'hui le Code des obligations civiles et commerciales, on y voit que les associations étrangères, donc celles qui sont constituées au quart d'étrangers, doivent solliciter des autorisations supplémentaires à celles des autres associations, on parle de régime d'autorisation, de déclaration préalable, c'est un régime d'autorisation préalable. Une association, tant qu'elle n'a pas son récépissé, ne peut pas exister. En résumé, il y a aujourd'hui nécessité de revoir le tissu. Bon, je le dis parce que j'en ai discuté avec le directeur des libertés publiques qui s'occupe des associations et un projet est en cours. Une réflexion en tout cas est menée et il est urgent qu'elle... En parlant des associations en termes de recherche de fonds, vous nous dites que ce n'est pas vrai. Il faudrait bien, pour que l'association vive, qu'il y ait des fonds.
qu'il y ait un mécène qui mette de l'argent ou bien qu'on organise des activités pour permettre à l'association de vivre, de pouvoir mener à bien ses activités. Mais ce que nous voyons au Sénégal, c'est que souvent, comme ils le disent dans les clubs, ou président bi këpp na kees bi, wala trésorier ba yóbbu na xaalis, des choses comme ça que nous on vit très souvent, détournement de fonds de la caisse de l'association. Et comment on peut régler ce genre de situation, par exemple? D'accord. Déjà, en réfléchissant, comme j'ai dit, en revoyant le tissu associatif, les règles applicables. D'abord, admettre que les associations ont le droit de mener des activités lucratives. Mais à côté de cela, il faut densifier le système de contrôle, le système de la transparence. Aujourd'hui, l'association est un contrat dans lequel on met un peu ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu de rendre compte, si ce n'est pas dans les statuts. Il faudrait peut-être que le législateur, tout en reconnaissant clairement que l'association a besoin pour exister, d'aller chercher les moyens, d'augmenter les mécanismes de transparence, de prévoir la possibilité, quand l'association atteint un certain chiffre d'affaires, de déposer des documents comptables, comme cela se fait en France par exemple. Pour moi, c'est le meilleur moyen de professionnaliser un tout petit peu plus la gestion des associations. Et ce serait quoi votre message par rapport à ces jeunes? Parce qu'on voit qu'ils ne sont plus engagés quand on parle d'association, comparé à ce que nous connaissons, les expériences que nous avons vécues ou dont on a entendu parler. Et moi, je citerai Diopsi à Rebus qui disait qu'il a commencé par les associations et ça lui a permis aujourd'hui d'être un leader reconnu qui peut, quand il dit dans son quartier ou dans sa zone, telle chose ne se passe pas, les jeunes suivent. Est-ce qu'il faut pousser ces jeunes à s'activer, à s'imprégner de ce qui se passe et à s'impliquer dans la vie de leur société, de leur quartier, parce que ça forge. En dehors du fait que c'est le football, on va s'amuser, on a des copines quand on joue dans l'équipe de Nawetan, on est connu, on est célèbre. Oui, il est évident que l'engagement est à encourager, mais je ne pense pas que cet engagement n'existe pas aujourd'hui. Si je prends le cas des associations sportives et culturelles, elles sont en constante hausse. Aujourd'hui, selon l'ONCAV, il y a 4010 associations sportives. Il y en avait... Elles sont plus sportives que culturelles. Oui, elles sont plus sportives que culturelles, oui. D'où la nécessité peut-être de se demander s'il est pertinent de mettre dans un même cadre les associations sportives et les associations culturelles. Cela dit, pour l'engagement, je pense que pour que ça avance, mais ça, on sort un peu du domaine du sport, il faudrait peut-être réfléchir à une autre façon de valoriser l'engagement. Et puis aussi, sur le plan un peu politique, qu'on libère un peu l'objet des associations, qu'on permette aux associations d'avoir un objet politique, qu'on permette aux mouvements citoyens et autres, moi je suis membre d'un mouvement citoyen, le Comeva, du professeur Omar Kolsek, que l'on puisse permettre à ces structures-là, qui sont des structures associatives, de pouvoir se présenter aux élections, par exemple, de présenter des listes aux élections locales, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent et qui n'encourage pas trop l'engagement civique citoyen. Mais à mon avis, je pense qu'à partir du sport, on peut aller à tout. On peut partir du sport pour tout faire. Parce que ça forge, on a le temps même si on ne joue pas dans l'équipe, on peut faire autre chose, on peut jouer à un autre rôle. Et à mon avis, je pense qu'il faut qu'on parte de ces associations sportives et culturelles, même si Alune le dit, et c'est vrai qu'elles sont devenues plus sportives que culturelles, pousser les jeunes à s'engager, à se dire que derrière l'équipe de Nawetan, il y a beaucoup de choses à faire. Derrière le Giraffe, il y a beaucoup de choses à faire, à part aller jouer au foot, que ça se passe mal, qu'il y ait de la violence et que des gens meurent au stade. C'est le point de vue que j'en ai. Je vous remercie en tout cas pour ce travail. Je vous encourage. Oui, donc moi, ce que j'ai vu dans le livre que vous avez parlé du cas Eumesen, du litige qu'il y a eu autour de Eumesen avec Gaston Meng et Luc Nicolaï. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport au contrat dans le monde de la lutte? Parce qu'on entend dans les journaux parler de centaines de millions et un jour, je ne sais pas si c'est le président du CNG ou c'est un membre du CNG qui a dit qu'il n'a jamais eu un contrat de plus de 30 millions, je ne sais pas, ou 50 millions devant lui. Donc, est-ce qu'il y a un cadre légal qui permet de contrôler clairement les contrats qu'il y a dans la lutte? Est-ce que vraiment c'est des contrats de 200 millions? Est-ce que c'est 20 millions? Est-ce que c'est 50 millions? Parce qu'on entend des prix ça et là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a
pas de chiffres officiels. Ça, je pense que ça intéresserait peut-être un peu plus les services fiscaux, de savoir véritablement les montants des cachets. Maintenant, je pense qu'il est utile qu'il y ait des contrats écrits. À partir d'un certain montant, il est évident. Quand on prend par exemple le droit commun, quand c'est un contrat de prêt à partir de 20 000 francs, il est nécessaire de faire un contrat. Donc, quand on est dans de si gros montants, s'il n'y a, enfin, je ne sais pas s'il n'y a, est-ce qu'il y a une absence de contrat? Est-ce que ce n'est pas volontairement que les parties préfèrent ne pas mettre en avant ce qui se passe? Et ça arrive, hein. Regardez par exemple sur les transferts internationaux de footballeurs, le cas Gareth Bale, les gens se demandent si c'est 90 millions d'euros ou 100 millions, etc. Donc sur ces questions-là, il peut exister un contrat, et je pense qu'il en existe. Maintenant, ce contrat-là n'est peut-être pas porté à la connaissance de... Mais ce cas de litige lui-même, comment il a été vidé entre... Est-ce qu'ils l'ont réglé à l'amiable finalement entre Moussène et Luc Nicolas Je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais en tout cas, dans les faits, vous vous souvenez bien, c'est que l'un des promoteurs avait signé avec le manager, l'autre promoteur avait signé avec le mandataire habituel. Est-ce qu'il y a un cadre législatif, est-ce qu'il y a un cadre juridique pour ce genre de choses? Est-ce qu'ils ont des attachés juridiques pour pouvoir les conseiller? Comment ça se passe? Ils devraient. Il devrait avoir des conseillers juridiques. Parce que même au sein même du CNG, est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça, qui s'occupent des contrats pour voir si... Parce que moi, c'est un litige, vous l'avez bien cité. Moi, c'était complètement flou. Personne ne pouvait dire exactement ce qui s'était passé. Alors que pour moi, le contrat devait être très clair. Il ne devait pas avoir ce genre de litige. C'est vrai qu'il ne devrait pas y avoir ce genre de litige-là. Maintenant, je ne sais pas comment est outillé le CNG. Il devrait peut-être y avoir. Il y a certainement des juristes sur la question. Mais sur cette affaire en particulier, le point de vue du droit, il était évident. Il fallait juste chercher qui était le premier signataire. C'est juste ce qu'il fallait savoir. Exactement. Et maintenant, ça s'est dégonflé. Ils ont dû se voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais il est nécessaire c'est pour cela qu'il est important qu'il y ait un cadre clair. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas le diable se niche dans le détail. C'est parce qu'il n'y a pas ce cadre clair-là que ce genre de choses-là arrivent. Il faudrait donc réglementer. C'est